Donc, on va dire qu'on commence. Vous êtes OK? C'est parfait, parfait. Allez, c'est parti. Bien. Alors, il m'appartient de faire cette introduction et de vous souhaiter à tous la bienvenue. Donc, aujourd'hui, entrepreneurs, vous avez des questions sur la façon d'organiser votre entreprise dans cette crise sanitaire. Vous vous demandez comment vous allez anticiper le rebond. Notre cabinet d'avocats, WABG et Associés, en partenariat avec l'Union patronale UPE 06, et je fais partie du bureau de l'UPE et donc je les remercie pour ce soutien dans la logistique. Et je vous dis aussi, tous entrepreneurs que vous êtes, il y a une organisation syndicale importante qui regroupe à la fois la CPME et le MEDEF. Donc, il y a tout intérêt pour être plus fort de rejoindre l'UPE 06. Donc, nous sommes heureux d'organiser ce jour ce webinaire et de pouvoir répondre à toutes vos questions que vous vous posez dans cette période, j'allais dire atypique, délicate, unique, que nous n'avons jamais connue, en tout cas que moi, ma génération n'a jamais connue, et je pense qu'une crise sanitaire de cette ampleur, le XXe siècle n'a pas connu non plus de cette ampleur. Donc, vous allez pouvoir bénéficier lors de ce rendez-vous à distance, effectivement, c'est pas comme si on vous avait à quelques mètres de nous, hein, de l'analyse et de l'expertise de plusieurs professionnels du chiffre et du droit qui aborderont 4 thèmes respectivement. Le premier, comment gérer l'activité partielle et en sortir. C'est mon associé Cédric Bianchi, avocat, qui fera cette intervention. Sauvegarder du cash et plan de reprise d'activité par Dominique Daza, expert comptable associé chez KPMG. Le gel de l'état de cessation des paiements, un accès facilité aux outils juridiques de la prévention des difficultés, c'est maître Nathalie Thomas, administrateur judiciaire, qui interviendra. Et enfin, la vie de l'entreprise continue, et c'est moi qui vous présenterai cet aspect-là. À l'issue de chaque intervention, vous pourrez poser, il y aura un temps pour que vous puissiez poser toutes les questions de façon préférentielle à l'intervenant qui vient de finir. Et Élodie, que vous avez vue, qui est parmi nous, qui est donc responsable du développement commercial du cabinet KPMG, se charge, quant à elle, de lire vos questions, de nous les répercuter pour que nous puissions vous répondre. Et maintenant, je laisse la parole et la place à mon associé pour respecter les mesures de distanciation sociale. Bonjour, je suis là pour vous parler de l'activité partielle, des modifications qui sont intervenues dans le régime de cette activité partielle, dont on entend beaucoup parler, puisque aujourd'hui il y a plus de 700 000, plus même de 732 000 entreprises qui sont concernées par cette activité partielle. Il y avait 8 700 000 salariés, aujourd'hui on dépasse 9 millions de salariés qui sont concernés par cette activité partielle. C'est donc un phénomène qui est important, un dispositif qui est aujourd'hui massif. Mais avant toute chose, pour savoir ce que c'est, de quoi parle-t-on? Parce qu'on entend parler aujourd'hui d'activité partielle, on entend parler de chômage partiel, on entend parler de chômage technique. Qu'est-ce que c'est? Déjà, ces 3 termes recouvrent une même réalité. C'est un dispositif qui existe depuis plusieurs décennies, qui permet, dans certaines conditions conjoncturelles, lorsque l'entreprise a des difficultés économiques temporaires, je le dis de façon schématique, mais le code du travail est beaucoup plus précis, c'est lorsqu'il y a un fournisseur qui est défaillant, c'est lorsqu'on a une baisse de commandes, c'est lorsqu'on veut moderniser l'entreprise, ou c'est, comme en ce moment, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, l'employeur, donc, dans ces conditions, peut diminuer le temps de travail de ses salariés de façon collective. On ne peut pas diminuer le temps de travail d'un seul salarié, il faut que ce soit collectif, ou totalement fermer son entreprise. Dans ce cas-là, l'effort est partagé entre l'employeur qui va tout de même payer une partie du salaire à ce salarié, entre l'État qui va prendre en charge une partie de ce salaire, et entre le salarié qui voit une diminution de sa rémunération. En pratique, comment ça se passe? Normalement, il y a tout d'abord un employeur qui voit arriver la difficulté, qui demande l'autorisation à la directe, par Internet, d'avoir accès à cette activité partielle. Lorsque la directe est d'accord, à la fin du mois, l'employeur paye 70% de la rémunération. On parle aussi de 84% du net,
c'est approximatif, ça va dépendre des charges sociales qui peuvent varier selon les activités. Mais en moyenne, ça va faire 84% du net. Donc, cette partie du salaire est payée aux salariés à échéance normale, c'est-à-dire le plus souvent à la fin du mois, mais tout dépend des échéances selon les entreprises. Lorsqu'il a payé, l'employeur envoie une demande d'indemnisation à la directe. Là aussi, cette demande d'indemnisation se fait par Internet, se fait par télétransmission. La directe envoie cette demande à une agence, qui est l'agence de services de paiement, l'ASP, qui est censée traiter la demande et de reverser l'allocation à l'employeur dans les 12 jours. Je dis qui est censé, c'est un délai qui est habituel, qui est normalement suivi. Je ne pense pas, avec le flot de demandes qu'il y a, je rappelle, on parle de 9 millions de salariés, je ne suis pas certain qu'ils respecteront ces 12 jours, mais normalement, c'est le délai moyen. Pour aider les entreprises actuellement, pour les aider à sauvegarder leur entreprise, pour aider à sauvegarder les entreprises, pour aider à rebondir derrière, l'État a essayé de suivre le modèle qui était le modèle allemand en 2008, lorsqu'il y a eu la précédente crise, et a essayé de faire en sorte que les entreprises aient massivement recours à cette activité partielle. Pourquoi? Tout simplement pour éviter des licenciements économiques. C'est plus simple de reprendre un salarié qui est encore dans l'entreprise que de réembaucher derrière. Pour inciter les entreprises et pour leur permettre au maximum de faire appel à ce dispositif, il y a de nombreux textes qui ont été votés, qui ont été pris. Il y a eu une ordonnance, plusieurs décrets du 25 mars, du 27 mars. Il y en a eu un autre du 31 mars. Il y en a eu encore là récemment au 15 avril, au 16 avril. On en a eu connaissance ce matin. Tous ces textes sont là pour vous aider à faire appel au chômage partiel. Vous aider d'abord en diminuant les formalités. Normalement, je vous ai dit, on fait d'abord la demande à l'inspection du travail qui a 15 jours pour répondre et ensuite on peut placer le salarié en activité partielle. Aujourd'hui, on a retourné ça. On peut d'abord placer le salarié en activité partielle, ensuite faire la demande. On avait un délai de 30 jours à compter du jour où on a placé le salarié en activité partielle pour effectuer cette demande. Les serveurs de l'État n'ont pas pu gérer toutes les demandes, qui étaient en trop grand nombre. Ce délai a été récemment, cette semaine, a été étendu au 30 avril. Donc, si vous n'avez pas encore fait les demandes d'activité partielle, vous pouvez encore le faire. Donc, on a retourné ce principe. On a diminué aussi le délai de l'administration pour répondre. Aujourd'hui, l'administration n'a plus que 15 jours pour répondre, elle a 48 heures. Vous faites votre demande par la télétransmission. Si elle ne répond pas dans les 48 heures, la demande est acceptée. C'est quand même un avantage certain. Pour faciliter également, normalement, les entreprises qui ont un CSE, un comité social et économique, doivent d'abord consulter le CSE, joindre l'avis du CSE à la demande d'activité partielle qu'on envoie à la directe. Aujourd'hui, non seulement on a 2 mois à compter de la demande pour renvoyer cet avis, mais on a également 2 mois pour consulter le CSE. C'est également une facilité qui est donnée, qui est d'autant plus donnée qu'il y avait une incertitude sur l'interprétation des textes. Est-ce que les entreprises de moins de 50 salariés doivent consulter le CSE pour avoir accès à l'activité partielle ou pas? Dans une réponse du 10 avril dernier, le ministère du Travail a indiqué que non, les entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas à demander l'avis au CSE. Le ministère est allé encore plus loin. On est obligé d'avoir un CSE depuis le 1er janvier 2020. Il y a des entreprises, on le sait très bien, qui ne sont pas tout à fait en règle, qui n'ont pas fait les élections en temps voulu, qui ont commencé les élections avant la crise sanitaire, mais qui n'ont pas pu les terminer puisque toutes les élections professionnelles sont actuellement suspendues. Donc pour ces entreprises-là qui auraient été bloquées, qui n'auraient pas pu faire appel à l'activité partielle, il y a une tolérance qui par le ministère du Travail, donc par l'administration, et ces entreprises vont pouvoir demander l'activité partielle. Elles pourront même l'obtenir
à une condition tout de même, c'est que l'employeur devra s'engager à organiser ces élections dès la fin de la période de suspension. On a donc facilité les formalités, on a également étendu le public concerné, les salariés concernés par cette indemnisation, par cette activité partielle. On l'a étendu aux salariés qui sont des cadres au forfait jour ou au forfait heure. Ces cadres, normalement, n'y avaient droit que dans certains cas déterminés, notamment fermeture d'établissement. Aujourd'hui, ils y ont droit. Point. L'employeur a le droit de les placer en activité partielle. Les cadres dirigeants, alors attention, je ne parle pas de mandataires sociaux, je parle bien de salariés qui sont cadres dirigeants, ceux-là aussi peuvent avoir droit à l'activité partielle à une condition toutefois, c'est que l'établissement ferme. D'autres secteurs d'activité, les intermittents du spectacle également, ont droit à cette activité partielle. Ça a été largement élargi, la base de salariés touchés a été fortement élargie. La rémunération qui est donnée a également été augmentée. Normalement, lorsque un salarié est en activité partielle, l'employeur doit lui verser 70% du salaire brut, mais il y a un plafond. Là, ce plafond a été très fortement augmenté. L'employé doit verser une indemnité minimale selon le salaire du salarié qui est de 8,03 € par heure, mais le maximum a été porté à 4 SMIC et demi. 4 SMIC et demi, c'est un peu moins de 5 500 € net, c'est quasiment 7 000 €, 6 900 € bruts. Donc pour tous les salariés qui perçoivent jusqu'à 6 900 € bruts, ils auront droit à cette activité partielle et l'employeur sera indemnisé par l'État. Attention, ce n'est pas l'allocation versée par l'État qui est égale à 4 SMIC et demi, c'est le montant maximum du salaire indemnisé. Donc pour un salarié qui perçoit environ 6 900, 7 000 € bruts, l'État versera 70% d'allocation, c'est-à-dire 5 000 €. Si le salarié perçoit plus, s'il perçoit 8, 9, 10, 12 000 €, l'État ne versera qu'une allocation de 5 000 € de la même manière. Entre autres harmonisations, entre autres mesures d'urgence qui ont été prises par l'État, le nombre d'heures d'activité partielle. Normalement, il est limité à 1 000 heures par an. On l'a augmenté à 1 607 heures par an. Normalement, la durée maximum de l'activité partielle, je vous rappelle que normalement, c'est quelque chose de conjoncturel qui n'est pas fait pour être pérenne dans les entreprises, et cette durée est limitée à 6 mois. Aujourd'hui, la durée maximum de l'activité partielle sera de 12 mois, c'est-à-dire qu'on pourra placer des salariés en activité partielle jusqu'au mois de mars 2021. Maintenant qu'on sait à peu près ce qu'est cette activité partielle, comment la demander aujourd'hui, il faut savoir comment la gérer, comment gérer les salariés. Il y a 2 questions principales qui se posent et qui nous ont été posées. La première, c'est la gestion des jours fériés. La deuxième, c'est la gestion du télétravail, de l'activité partielle. Pour la gestion des jours fériés, il y a un premier jour qui est toujours un peu à part chez nous, c'est lundi de Pentecôte, la journée de solidarité. Cette année, comme les autres années, le salarié n'est pas rémunéré. Donc, si le salarié n'est pas rémunéré, l'employeur n'a pas d'allocation. Deuxième possibilité, c'est tous les autres jours fériés. Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le confinement est censé commencer à être levé en mai, mais le 21 mai, il va y avoir encore l'activité partielle. Dans ce cas-là, 2 possibilités. Soit l'entreprise travaille, parce qu'elle est habituée à travailler pendant les jours fériés, parce qu'elle n'est en activité partielle simplement, c'est-à-dire qu'on a baissé le temps de travail des salariés, mais on n'a pas réduit à néant, on n'a pas totalement fermé. Dans ce cas-là, les salariés travaillent, les salariés sont payés et l'employeur perçoit une allocation d'activité partielle. Deuxième cas, l'entreprise ne travaille pas, soit parce qu'elle ne travaille jamais les jours fériés, soit parce que, à cause du confinement, elle a fermé, cette année, elle ne travaillera pas. Dans ce cas-là, les salariés qui ont plus de 3 mois d'ancienneté devront être payés et l'employeur n'aura pas d'allocation. Je vous dis ça, c'est ce qui se passe actuellement dans la mesure où aucune ordonnance, aucun décret n'a été prévu pour ce cas-là.
Les jours fériés arrivant, on vous a dit il y a énormément de décrets, énormément d'ordonnances qui sont publiées actuellement. L'État n'a peut-être pas encore pensé à cette question, peut-être qu'elle se posera et qu'il y aura un décret ou un texte qui sera pris pour gérer les jours fériés. Nous le verrons à ce moment-là. Deuxième question qui se pose, le télétravail. Est-ce que le télétravail est possible ou non en activité partielle? La première partie de la réponse va être évidente. Si le salarié est en période de travail, oui, il a le droit de travailler en télétravail. C'est même aujourd'hui pour les emplois pour lesquels le télétravail est possible, l'option privilégiée. Maintenant, pour la partie de sa journée, pour la partie qui est chômée de son contrat de travail, non, le salarié, pour la partie chômée, ne peut pas travailler en télétravail ou autrement. La solution qui en découle, si le salarié est en activité partielle totale, c'est-à-dire s'il n'a pas à travailler, non, il ne peut pas travailler en télétravail non plus, de quelque manière que ce soit. Ce serait une fraude, le ministère a prévenu, les sanctions seront assez sévères. Ce sera d'une part le remboursement intégral de toutes les sommes qui ont été perçues au titre de l'activité partielle. Deuxièmement, il y aura une interdiction de bénéficier des aides publiques en matière d'emploi ou de formation professionnelle pendant une durée maximum de 5 ans. Troisièmement, c'est un délit, on peut encourir, c'est-à-dire que c'est un maximum, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Je parlais de ceux qui font travailler en télétravail. Attention, il y a des cas qui sont un peu plus fins, mais qui seront considérés comme une fraude aussi. Vous avez un salarié qui est en congé payé parce que vous avez décidé, dans le cadre des mesures d'assouplissement, de lui donner des congés payés ou parce qu'il les avait posés avant le confinement. On est dans une période où il y a des congés payés. Si le salarié est en congé payé, vous ne le verrez pas forcément puisque confiné, il reste chez lui de la même manière. Mais s'il est en congé payé, que vous déduisez de sa fiche de paie des jours de congé payé, vous ne pourrez pas percevoir l'allocation et demander une allocation d'activité partielle. Ce serait considéré comme de la fraude. Un autre cas, vous avez un salarié, il est confiné chez lui, vous lui demandez de venir, non pas faire son travail, s'il n'y a pas de client, mais de venir bricoler, faire un peu de rangement ou quoi que ce soit. Le ministère du Travail, donc les juridictions, vont considérer que là aussi, même s'il ne fait pas son travail, même s'il donne un coup de main, vous considérez que c'est un vendeur qui n'a pas à faire ça, ça ne rentre pas dedans, il va être considéré qu'il est à votre disposition, donc ces sanctions seront applicables dans tous les cas. Donc il faudra faire attention, ce n'est pas simplement la fraude, la volonté de nuire ou quoi, c'est certains cas qui pourraient être un peu litigieux et qui seront considérés comme de la fraude. À côté de ça, on a parlé de la gestion actuelle de l'activité partielle, mais demain, il faudra rebondir. Le confinement va être levé, certes, il va être levé progressivement. Vous n'aurez pas des carnets de commandes qui seront pleins tout de suite. Vous devrez gérer également les aspects sanitaires de la reprise du travail pour protéger vos salariés. Pour ces 2 problèmes, l'activité partielle sera une réponse. Parce que vous n'allez pas être abandonné le jour du lever du confinement avec une activité partielle qui est finie, l'État qui abandonne et qui ne donne plus aucune allocation. S'il a été prévu d'augmenter la durée de cette activité partielle sur 12 mois, ce n'est pas parce que la crise va durer 12 mois, c'est parce que ça permettra de préparer aussi ce rebond. Donc petit à petit, au rythme du remplissage de vos carnets de commandes, vous pourrez diminuer l'activité partielle et augmenter le temps de travail à 25%, 50%, 75%, soit pour tous les salariés en même temps, soit pour faire travailler vos salariés par équipe et en roulement. C'est tout à fait autorisé dans le cadre de l'activité partielle, tant qu'on diminue le temps de travail collectif, de faire travailler les équipes par roulement, ce qui permet de conserver les mesures de distanciation sociale. Donc cette activité partielle, il faudra encore y penser et vous pouvez en bénéficier pendant 1 an encore. Là, je vais sortir un peu de l'activité partielle puisqu'il y a d'autres mesures qui ont été prises pour vous aider. Même si je vais y aller un peu plus rapidement, il y a les congés payés.
vous avez la possibilité, par accord de branche, par accord d'entreprise, d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates déjà posées à hauteur de 6 jours ouvrables maximum, avec un délai de prévenance d'1 an. La durée du travail pour certaines sociétés, dans des secteurs qui seront à déterminer par décret ultérieur, vous aurez la possibilité de déroger à la durée maximum de travail qui est actuellement autorisée. Troisième point qui a été légèrement modifié pour bénéficier, pour vous aider, c'est la prime pouvoir d'achat, la PPA, qu'on appelle la prime Macron. Depuis le 1er avril, il y a des assouplissements. Il n'y a plus d'intéressement obligatoire dans la limite de 1 000 €. La date de versement a été augmentée. Ce sera le 31 août au lieu du 30 juin principalement. Attention, cette prime pouvoir d'achat n'est pas applicable aux fonctionnaires, n'est pas applicable aux agents de service public. Pour ça, il faudrait une loi et un texte est actuellement en rédaction pour ça. En tout état de cause, pour donner cette prime et pour redémarrer, vous allez avoir besoin de cash, mais ça, après vos questions, c'est Dominique Lazare qui va vous en parler. Merci Cédric. Alors, on a une question de notre spectateur anonyme qui n'est plus si anonyme que ça, hein, puisque c'est Jean, qui nous demande, en tant que cadre au forfait jour, comment calcule-t-on l'indemnité d'activité partielle? Alors, c'est une bonne question qui a été réglée aujourd'hui, plus exactement hier. C'est un décret du 16 avril qui a été rendu. Donc, une demi-journée, on considère que c'est 3h30 de travail. Donc, une demi-journée qui n'est pas travaillée, on considère que ça correspond à 3h30. Si c'est une journée qui n'est pas travaillée, on considère que ça correspond à 7 heures non travaillées. Et si c'est une semaine qui n'est pas travaillée, on considère que c'est 35 heures qui ne sont pas travaillées. Donc, en fait, les demi-journées, les journées, les semaines sont converties en heures par décret qui est paru hier et qui est applicable à compter d'aujourd'hui. Super, merci Cédric. Est-ce qu'on peut avoir le texte pour les cadres au nombre de jours? Est-ce que ce sera possible de le faire passer? On pourra, oui, c'est un décret qui a été publié, on pourra le communiquer. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va passer la parole à Dominique qui va nous parler de la sauvegarde du cash et du plan de reprise d'activité. Ah, si j'ai une question. Si j'ai bien compris, le chômage technique est désormais possible pendant 1 an? C'est ça, pour une durée maximum d'1 an. Ce n'est pas une durée obligatoire, c'est le maximum. Ça permettra justement cette reprise progressive d'activité. Très bien. À toi, Dominique. Non, Dominique, on ne vous entend pas. Un problème de micro. Ça y est. C'est bon. J'avais oublié le micro. Ouais, parfait. Merci Elodie. Donc, on va parler de continuité d'activité, de faire face et de se préparer au rebond. L'objectif, c'est de rappeler quelques fondamentaux dans cette période inédite pour tout le monde. On vous l'a déjà dit. De partager des informations sur quelques dispositifs qui nous paraissent importants et qui ont été mis en place à cette occasion, sachant que les infos, elles changent extrêmement rapidement et que on essaye de faire une distinction entre ce qu'on peut appeler les effets d'annonce, même si derrière il y a souvent des décisions qui sont prises, et puis la réalité des décrets tels qu'ils sont publiés, et puis la réalité de la vie des entreprises telle qu'on la connaît, parce qu'on sait qu'il y a aussi des distorsions entre ce qui est prévu et la réalité des choses. On pourra y revenir tout à l'heure. C'est aussi de mutualiser nos expériences et puis d'essayer de répondre au mieux à vos interrogations. Alors, j'aurai peut-être pas forcément et on n'aura peut-être pas forcément l'ensemble des réponses, mais on s'engage à y répondre un peu plus tard si effectivement on n'a pas la solution tout de suite à votre questionnement. Donc, en fait, on a défini 3 étapes. L'urgence, telle qu'elle vous est présentée ici, la gestion de la période transitoire et le rebond. Alors, l'urgence,
c'est ce que Cédric vous a présenté tout à l'heure en termes de premières mesures, c'est l'intervention immédiate sur la mise en chômage partiel. Avec un premier élément en termes de trésorerie, c'est que l'entreprise, elle va faire l'avance des salaires pendant cette période de chômage partiel. Elle ne sera remboursée que par l'État dans un délai de 8 à 10 jours. Comme vous le savez, les délais de traitement sont relativement longs compte tenu du nombre de demandes qui sont faites et qu'aujourd'hui, on n'a pas l'assurance que ce délai de 8 jours, de 10 jours sera effectivement respecté. Premier point, c'est ça, l'intervention sur la mise en chômage partiel. Le deuxième, c'est le point complet sur les aides potentielles, les reports, les financements et l'accompagnement que vous pouvez avoir dans ces différentes démarches. On fera un point de 2 dispositifs essentiels que sont le prêt garanti par l'État et l'intervention du fonds de solidarité. Le point sur les sujets en cours et ce qui sera à reprendre à la rentrée, et puis voir si effectivement vous avez des choses à décider en termes de sécurisation dans l'intervalle. Parce que c'est vrai que quelque part, l'activité économique s'est arrêtée courant mars, mais que vous aviez des commandes en cours, vous avez des projets en cours, et que c'est pas parce que tout ça s'arrête à la date du confinement qu'il faut pas traiter ces éléments et qu'il faut pas assurer la continuité des actions que vous aviez entreprises. Ce qui est difficile dans cette période, c'est que on a tendance, et on le comprend et on le fait tous. La précision qu'on peut donner, c'est que ce soit Nathalie, que ce soit Marielle, et que ce soit l'ensemble de nos clients, on est tous concernés par cette crise et on la vit et on la subit tous d'une manière plus ou moins différente, mais on la subit tous. Et c'est vrai que il faut gérer les choses dans l'urgence, mais il faut parfois pas aller trop vite et il faut apprendre dans ces temps difficiles d'être patient. Donc on est obligé de faire des efforts sur soi-même et personnellement je fais des efforts sur moi-même pour pas aller trop vite et pour essayer d'être patient. Le point sur tous les sujets de fond qui pourraient être traités pendant la période, moi l'expérience avec mes clients et avec nos partenaires, c'est que c'est aussi une occasion pendant cette période de refaire le point sur un certain nombre de questionnements stratégiques qu'on peut avoir sur l'entreprise et notamment pour préparer le rebond. Et ça me paraît important. Se dire si demain n'est pas comme hier, comment va évoluer mon business model et comment je peux m'adapter à cette situation. Toute contrainte, elle doit générer son lot d'opportunités. Et donc, se poser cette question, c'est dire est-ce que je dois pas mettre en place de la vente à distance et dans quelles conditions je peux faire de la vente à distance. Qu'est-ce que je peux faire en termes de livraison. Vous avez un certain nombre d'activités de restaurateurs qui, ne pouvant exercer leur métier, ont décidé de lancer des opérations de vente à emporter pour éviter de limiter la casse en termes de chiffre d'affaires. Je pense que c'est important de traiter aussi ces éléments-là. Bien sûr, les prévisions de résultats et de cash pour les 2-3 mois à venir, parce qu'on sait bien que le cash, la trésorerie, c'est effectivement l'essentiel à traiter durant cette période. Donc, c'est déjà de voir comment je peux récupérer les créances que j'ai à l'extérieur, comment je peux accélérer ces termes de recouvrement de créances, et puis de voir effectivement qu'est-ce que je peux faire en termes de plan d'économie sur des sommes, sur des décisions que j'avais pu prendre et sur lesquelles je n'étais pas forcément allé au bout. Donc ça, c'est faire l'inventaire de tout ça. Après, sur ces éléments-là, il y a déjà des choses qui sont faites d'une manière plus ou moins automatique. Donc, c'est déjà le report d'échéance d'emprunt sur 6 mois, sachant que ces échéances seront reprises en fin de période d'amortissement. Donc, vous avez déjà ce premier élément.
les possibilités dans des conditions pas toujours simples et pas aussi évidentes que ce qui avait été dit de reporter le paiement d'un certain nombre de loyers. Donc ça concerne plutôt les petites entreprises qui rentrent dans le cadre du régime du fonds de solidarité. Enfin, l'ensemble de ces éléments-là, contrat d'emprunt, contrat de crédit bail, qu'est-ce que je peux reporter et demander en termes de report aux partenaires financiers. Ensuite, la mise en place d'une cellule de gestion de crise. Alors ça, on a plutôt tendance à penser que ça concerne que les entreprises importantes et structurées. Vous avez les uns et les autres des conseils, que ce soit vos avocats, vos experts comptables, et je pense que c'est important que vous preniez le temps d'échanger avec eux, de discuter de votre situation, d'échanger ce que j'appelle le point pour rien, parce que c'est dans ces moments-là où on arrive à faire un tour d'horizon des éléments qui sont vraiment vitaux pour l'entreprise. N'hésitez pas à appeler vos conseils habituels et échanger, même si effectivement ils sont un peu débordés, mais ils sont là pour ça, ils sont là pour vous accompagner et c'est important de le faire. Ensuite, la revue de quelques contrats stratégiques. Ça, c'est selon la taille de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez comme activité, comme contrat? C'est quoi les conditions? C'est quoi les petites lignes qui sont écrites dans vos différents contrats pour voir effectivement s'il y a des conséquences immédiates sur la situation de l'entreprise. Alors, sur la mise en place d'un management de crise, ça nous paraît aussi important. C'est ce qu'on a dit en termes de définition d'une cellule de crise pour organiser votre gouvernance et vérifier les process clés en situation de crise. On est dans une situation, on l'a dit, inédite et on sait que ça augmente le risque. La préservation du cash, c'est aussi la préservation des circuits de décision qui autorisent les commandes, qui autorisent les dépenses, et ça suppose de recentraliser ça sur vous en tant que chef d'entreprise pour éviter des fuites de cash. On sait que l'ensemble et vous avez dû être au courant de ces éléments-là, on est dans une période où la cybercriminalité a tendance aussi à augmenter et donc il faut verrouiller les choses et être relativement vigilant sur ces points, puisque les malfrats sont toujours présents et connaissent pas la crise. Au contraire, en général, ils en profitent. Bien sûr, on est dans une période. Alors après, c'est un expert comptable qui vous dit ça, donc je ne vais pas vous dire que la comptabilité c'est pas quelque chose d'important et que le reporting c'est pas quelque chose d'important. On est dans une période où c'est fondamental. Donc c'est d'essayer de voir et d'essayer d'avoir les informations de manière à ce que vous soyez sûr que l'ensemble de votre comptabilité et l'ensemble de votre suivi vous donne de l'information en temps réel parce que c'est important. Donc, le résumé par rapport à ça, c'est de vérifier votre organisation, vérifier vos process de décision, qui décide, qui paye, et vérifier la disponibilité de votre système d'information. C'est globalement ce qu'on appelle dans les entreprises importantes le plan de continuation d'activité. C'est comment j'assure la continuité du service et la continuité des moyens d'information dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Ça suppose on parlait d'activité partielle, ça suppose, quand on est en télétravail, de pouvoir suivre le travail qui est fait par les salariés, leur disponibilité, le fait que s'ils sont en congé, ils sont effectivement en congé et ils sont pas sur d'autres activités. Alors, on voulait faire un focus sur deux éléments. Effectivement, on a donc le prêt garanti par l'État. Alors, le prêt garanti par l'État, il est limité à 25% du chiffre d'affaires de l'exercice 2019. Il est en général, il suppose que votre notation, que vos capitaux propres soient supérieurs à la moitié du capital. C'est une des conditions essentielles. C'est aussi pour ça que vous avez un certain nombre de demandes qui sont faites auprès des banques et qui sont refusées.
parce qu'on considère que la situation de l'entreprise n'est pas suffisamment forte pour assumer à terme le paiement de ce futur prêt. Les conditions de ce prêt garanti par l'État, c'est une absence de remboursement pendant 12 mois et à l'issue de cette période de 12 mois, la possibilité soit de le rembourser d'une manière immédiate, comme un crédit de trésorerie classique, soit d'avoir un amortissement sur 5 ans de ce prêt. Bien entendu, dans la démarche, vous vous adressez à votre banque et c'est la banque qui va vous donner l'autorisation et vous donner les clés qui vous permettront après de l'instruction de la demande auprès de la BPI. La garantie de la BPI étant assurée sur la base d'une commission à 0,25 du montant du prêt sur la première année. Et si le prêt est amortissable, ça va, la cotisation va augmenter. Sur les conditions de ce prêt, alors c'est un prêt qui est une des remarques qu'on a aujourd'hui sur les premiers retours de PGE, c'est qu'on a des taux d'intérêt qui peuvent être différents de banque à banque. Alors, les banques se sont engagées effectivement à ce qu'il y ait un taux qui soit à marge zéro, mais qui correspond à leur taux de refinancement de cette opération en fonction de la considération de la situation du demandeur. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des taux qui peuvent être variables d'une entreprise à une autre et bien sûr d'une banque à une autre. Voilà sur les éléments essentiels. Quand vous êtes sur une entreprise innovante, donc en général sans chiffre d'affaires, on n'est pas sur la base de 25% du chiffre d'affaires, mais on est sur 2 fois la masse salariale réalisée sur l'exercice 2019. Et pour les entreprises qui sont créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale de la France est estimée sur les premières années d'activité. Alors, tout ça, c'est des plafonds. Il faut demander ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si votre demande, elle correspond effectivement au montant maximum à 25% du chiffre d'affaires, mais si ce besoin est trop important par rapport à la réalité de votre besoin, ben, la banque va vous le refuser. Et puis, il y a un élément qui est important, même si c'est difficile, c'est que ce prêt, à un moment donné, qui risque d'être consolidé en moyen terme, il faut prouver que vous ayez la capacité de le rembourser. Et ça reste un des éléments importants. Aujourd'hui, en statistique, on a sur la France entière 187 000 dossiers qui ont été acceptés et on a 8 000 prêts qui ont été refusés par les banques. Si vous avez ce refus des banques, alors vous avez toujours la possibilité de faire appel à la médiation du crédit. Et la médiation du crédit va instruire votre dossier, alors sur des durées relativement qu'on peut trouver longues dans la période, mais qui sont entre 8 et 15 jours, de manière à débloquer la situation si effectivement votre demande est justifiée. Donc voilà sur les prêts bénéficiant de la garantie d'État. Les coûts on a vu et les démarches. Vous contactez votre banque en fonction de la situation, l'entreprise. Vous aurez votre code via la BPI et vous allez avoir l'attestation. Les fonds sont débloqués assez rapidement. À aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de prêts dont les demandes ont été faites la semaine dernière et qui sont déjà débloqués. Alors, donc après, là, on a dû avoir un défaut de slide. On avait un deuxième élément qui était sur le fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité, il concerne plus les petites entreprises, et c'est ça qui permet de débloquer un montant qui fait de l'ordre de 2 500 euros, et que sur ces éléments-là,
ils étaient valables, et ça c'est la nouveauté du jour, ils étaient valables effectivement sur la période de mars, mais ils ont été aussi appliqués sur la période d'avril. Donc ça, c'est le cas où effectivement vous perdez 50% de votre chiffre d'affaires entre la période de mars 2020 et mars 2019 ou avril 2019 et avril 2020. Les règles, c'est un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et un bénéfice net inférieur à 60 000 euros, y compris la rémunération du dirigeant. Donc ces éléments-là, ça permet à un certain nombre d'entrepreneurs de disposer de fonds pour continuer à survivre dans une période difficile. En termes de prévision, un petit rappel sur les prévisions de trésorerie. Ce qu'on vous conseille, c'est d'établir vos prévisions de trésorerie d'une manière normale, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas la crise du Covid-19, et après de prendre en compte la crise du Covid-19, c'est-à-dire l'impact sur votre niveau d'activité de cette crise. Ce qui vous permet de mettre en avant le chiffre d'affaires auquel vous vous attendiez, et puis les pertes du chiffre d'affaires liées à la crise. Et c'est effectivement sur ces éléments-là, sur ces impacts de crise, c'est ça qui vous permet de définir d'une manière un peu précise le besoin de trésorerie que vous allez avoir et qui vous permet d'être éligible au PGE. Ça nous paraît excessivement important parce que ça vous permet de bien calibrer votre demande et d'éviter des refus des banquiers. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît effectivement important. Donc, vos prévisions de trésorerie, c'est l'existant au jour du confinement, l'impact du coronavirus avec l'impact sur votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires en moins. Si vous avez du chiffre d'affaires en moins, ça veut dire que vous aurez un certain nombre d'achats en moins. Vous aurez du chômage partiel, donc vous allez avoir le remboursement du chômage partiel par rapport à votre masse salariale habituelle et l'ensemble des charges qui sont reportées. Parce qu'on a parlé des reports d'échéance en termes d'emprunt. Il y a des reports d'échéance qui sont aussi possibles à la fois sur mars et avril. Et donc tout à l'heure, j'ai reçu le mail de Darmanin sur le report des échéances fiscales au mois d'avril. C'est-à-dire tout ce qui est impôt direct, on peut avoir un report de paiement. Vous savez que là, on arrive dans les périodes où il va falloir soit payer le solde d'IS, soit payer les acomptes de CVAE. Tous ces éléments vont être reportés, on va dire, globalement jusqu'au 30 juin. Donc, il n'y a pas d'obligation de payer, si l'entreprise n'est pas en capacité de le faire, de payer l'ensemble des impôts directs. C'est pas la même chose en termes de TVA, parce que la TVA, vous savez, c'est un impôt indirect. Il est collecté pour le compte. Donc, celui-là, vous ne pouvez pas, sauf situation exceptionnelle, pouvoir reporter cette somme-là. Alors, il est arrivé sur un certain nombre de professions dont la fermeture a été définitive au jour du confinement, de proposer des plans d'apurement sur 3 mois. Mais en général, sur ces impôts-là, c'est plus difficile d'avoir des reports. Ou si effectivement vous ne pouvez pas payer et si vous faites cette demande-là, il faut qu'en même temps, vous soyez à même de proposer un nouvel échéancier. En revanche, pour tout ce qui est impôt direct, que ce soit sur les dépenses d'avril ou sur les dépenses de mai, tout ça va pouvoir, si l'entreprise n'est pas en capacité de les payer, bien entendu, la possibilité de les reporter jusqu'au mois de juin. Ça concerne CVAE et ça concerne l'IS. L'info, c'est que les déclarations fiscales et les soldes d'IS devaient être faits au 31 mai et tout ça est reporté au 30 juin. L'information est tombée récemment. Alors, on est toujours dans la période transitoire et la période transitoire, c'est la possibilité et s'organiser pour générer le maximum de cash pendant la période. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Suivre donc la réalisation du poste client, ne pas hésiter à appeler vos clients, avoir des plans d'appurement par rapport à ça, de manière à prévoir au plus près
vos positions de trésorerie. Voilà sur la période transitoire. Alors enfin, vous parlez un peu du rebond. Le rebond, même si le déconfinement il est prévu au 11 mai, il est sûr que le 11 mai, tout ne va pas rouvrir d'une manière automatique et vous n'allez pas retrouver votre niveau d'activité d'avant la crise. Donc, le premier point, c'est choisir la date de reprise des activités et puis fixer le cadre et les conditions de reprise de ces activités. Je discutais ce matin avec quelqu'un qui travaille dans l'automobile et les règles sanitaires qu'il a mis en place, ça suppose, quand vous amenez une voiture au garage, par exemple, de désinfecter la voiture à l'entrée, de travailler dessus et de la désinfecter à la sortie. Donc, c'est vrai qu'une intervention qui, avant le confinement, prenait 1 heure ou 2 heures, elle va prendre 1 heure ou 2 heures de plus. Donc, les niveaux de productivité et donc les niveaux de marge que vous allez dégager, même après la période de reprise, ça ne va pas être les mêmes que ceux qu'on constatait avant. Donc ça, en termes de prévision et par rapport à vos besoins de trésorerie à venir, c'est très important de le prendre en compte. Vous devez aussi, selon vos activités, est-ce que votre niveau de stock il est suffisant pour fonctionner et est-ce que vous avez besoin de faire des achats? Et si vous avez des achats à faire, est-ce que vos fournisseurs sont à même de vous fournir les biens qui vont vous permettre de fonctionner? Tout ce travail, il doit être fait en amont, donc il doit être fait dans cette période-là, de manière à savoir si vous êtes capable de rouvrir avec un mode de fonctionnement bien que dégradé, mais vous pouvez quand même fonctionner ou pas. C'est vrai pour vos fournisseurs et c'est vrai pour vos clients. Après, à partir du moment où vous prenez la décision de reprendre l'activité, vos obligations, et nos amis avocats pourront faire intervenir sur ces éléments-là, c'est que votre obligation, c'est de protéger vos salariés. Donc, est-ce que vous êtes organisé en termes de flux, en termes de masques, en termes de gel hydroalcoolique pour qu'ils soient à disposition, que les flux des salariés soient le plus sécurisés possible? Vous avez aujourd'hui sur le site du ministère du Travail un certain nombre de fiches qui ont été définies secteur par secteur, qui définit globalement une checklist des choses et des meilleures pratiques à mettre en œuvre au moment de l'ouverture. Qui dit protection des salariés, dit aussi protection des clients, et c'est important de réfléchir à cette mise en place et à cette nouvelle organisation qu'il faudra mettre en œuvre pendant plusieurs mois, pendant cette période de post-confinement. Derrière ça, encore une fois, c'est que votre niveau de productivité que vous aviez avant cette période et après, ce ne sera pas le même. Mais ça ouvre aussi des perspectives de travail qui peuvent être différentes. C'est augmenter les plages d'ouverture, c'est avoir des flux qui vont être gérés d'une manière plus continue sur la journée. Enfin, encore une fois, il y a tout un travail de réflexion. Et si à un moment donné, on peut transformer ces contraintes difficiles en opportunités, il faut le faire. La reprise d'activité, c'est aussi, n'oubliez pas, c'est toutes vos opérations antérieures qui ont été brutalement stoppées au moment de la mise du confinement. Qu'est-ce qu'il en est et comment vous pouvez les réactiver et vous assurer ce minimum de stock d'encours que vous aviez avant le confinement de manière à le réaliser. Effectivement, ça dépend de vos niveaux d'activité. Donc, mes commandes intérieures, le point client et les points fournisseurs, c'est quand même quelque chose d'important. Toujours dans cette période de reprise, la gestion du cash et la gestion du suivi de votre trésorerie restera importante. Donc, il faut que votre système d'information il vous permette d'avoir au jour le jour une idée de ce qui rentre, une idée de ce qui sort et de vos besoins de manière à ce que vous puissiez faire les arbitrages par rapport aux dépenses qui sont stratégiques, c'est-à-dire globalement celles qui vous continuent de fonctionner sur cette période.
les différents scénarios de PNL que vous allez, de prévision d'exploitation que vous allez réaliser, il se peut à un moment donné qu'on arrive à une impasse et que vous n'ayez pas la trésorerie suffisante pour pouvoir fonctionner. Et si on est là aujourd'hui, c'est que quand tout semble impossible, il reste encore des solutions. Et je pense que Nathalie et son intervention est basée là-dessus, va pouvoir apporter des éléments de réponse sur des process qui sont liés aux procédures collectives, qui nous font dire, et ça c'est notre expérience qui nous le fait dire, que même quand c'est effectivement difficile, il y a toujours des solutions possibles. Merci de votre attention. Merci Dominique. On a des questions. Après, je reviendrai avant Nathalie à Maître Bianchi pour qu'il y ait aussi d'autres questions. Mais là, pour Dominique, on vous demande, vous parlez de quel taux à marge zéro pendant la première année ou les 5 années ou les 5 Les deux. Les deux. Le premier, c'est après, le taux va évoluer en fonction des conditions du marché. Donc, à aujourd'hui, le taux peut effectivement bas en fonction de ce qui va se passer sur les marchés financiers. Le taux du prêt garanti par l'État sur 5 ans risque effectivement d'augmenter. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le taux de garantie de la BPI, on a dit que c'était 0,25 dans un premier temps, il va après augmenter régulièrement année par année. Précision sur ça, sur ce prêt, la banque ne peut pas prendre de garantie personnelle sur le prêt garanti par l'État. D'accord, donc ça vous avez répondu à la deuxième question. On nous demande si la BPI peut accorder un prêt en direct pour les entreprises ayant une banque non conventionnée avec elle, comme la UBI. Joker. Mais j'ai des interventions de BPI en direct, oui. D'accord. Et nous avons une autre personne qui nous dit: est-ce que c'est le dernier bénéfice imposable connu? Je n'ai pas arrêté les comptes le 31 décembre 2019. Si on a de la trésorerie, doit-on demander un report des impôts directs? Alors, si vous avez la trésorerie pour payer vos impôts directs, vous n'avez pas de raison de pas les payer. Après, encore une fois, c'est par rapport à la reprise d'activité, quel est le niveau de trésorerie qui vous sera nécessaire pour fonctionner en situation dégradée. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir ces reports d'impôts directs, et si vous avez besoin de cette trésorerie pour redémarrer, pour reconstituer votre besoin en fonds de roulement, il faut le garder pour le fonctionnement de l'entreprise. Encore une fois, il y a des possibilités de faire un certain nombre d'économies de report. Soit l'entreprise n'en a pas besoin parce qu'elle a la trésorerie, suffisante, et dans ce cas-là, ça ne se justifie pas. Soit effectivement l'entreprise, à un moment donné, ce dont on parlait tout à l'heure, les pertes de productivité postérieures au confinement seront telles que ce niveau de trésorerie, il va être nécessaire pour vous accompagner dans cette remise à niveau qui aura lieu de mai à septembre. Mais vous êtes tout à fait en droit aujourd'hui d'avoir un report des échéances d'impôts directs. Très bien, merci. Donc, pas de garantie personnelle, mais quid d'une garantie réelle ou autre? Garantie réelle ou autre, pareil. La seule chose, c'est la possibilité, la demande de l'assurance d'avoir une assurance d'essai par rapport à la personnalité du dirigeant. C'est le seul point sur lequel on peut avoir une incidence. J'ai une autre question. Pour le prêt garanti par l'État, si je décide au bout d'un an de ne pas rembourser tout de suite, mais plutôt sur 5 ans, comment connaître le taux indirect, le taux d'intérêt, pardon? Alors, le taux d'intérêt, il sera fixé au bout du délai d'un an. Après, ça sera encore une fois un taux a priori sans marge, mais sans marge, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas de 2,5, de 3. Il sera en fonction du taux que va avoir la banque pour se refinancer pour ce prêt. Mais il sera à marge zéro. Très bien. Apparemment, je n'ai pas d'autres questions. Ah si, pour l'aide à 1 500 €, est-ce que c'est le dernier bénéfice imposable connu, donc celui de 2018? Je n'ai pas arrêté les comptes 31 décembre 2019. Oui, ou dois-je arrêter mes comptes 2019?
Si effectivement les comptes sont pas disponibles, on partira effectivement sur ces éléments-là, sachant que votre expert comptable peut vous faire une attestation liée à sa connaissance de l'exercice de l'exercice 2019. Apparemment, nous sommes bons dans les questions. Je reviens juste à Cédric. On avait des questions qui sont arrivées après. Des licenciements économiques peuvent-ils remettre en cause le bénéfice du chômage partiel a posteriori? Non, pour l'instant, c'est une menace qui a été prononcée, mais il n'y a aucune mesure qui pourrait entraîner cette remise en cause à l'heure actuelle. D'accord. A-t-on l'obligation de faire prendre des RTT et ou des congés à ses salariés pendant la période de confinement? Non, il n'y a aucune obligation. On a facilité la possibilité justement de les donner, mais il n'y a aucune obligation. Et par rapport à ce qu'on disait, est-ce que c'est bien 1600 heures max par salarié? C'est ça, 1607 heures exactement, maximum par salarié. 1607. Et c'est bien par salarié. Très bien, merci. Et je vois que j'ai une autre question pour Dominique. Si jamais la banque nous refuse le PGE, on pourra faire appel à notre avocat ou à vous pour le cas? Alors le principe, oui, on peut faire appel à nous, mais il faut faire appel. Le premier point, c'est à la médiation du crédit. Et puis après, je pense que Nathalie donnera des possibilités d'intervention qui permettront de trouver des solutions par rapport à ça. Sachant qu'il n'y a pas que le prêt garanti par l'État, vous avez aussi d'autres pistes. Vous avez aujourd'hui le prêt rebond qui est porté par le conseil régional et la BPI, qui est un prêt qui est entre 150 et 300 000 euros pour aider les entreprises à rebondir après la crise. Ce prêt a des conditions particulières. Il y a effectivement des garanties d'État, mais celui-là, il a un différé d'amortissement de 2 ans, pardon, et après, il est amortissable sur une durée de 7 ans. Donc, encore une fois, l'élément clé sur lequel il faut travailler, c'est quoi la capacité d'autofinancement que quel est le cash que je vais pouvoir générer en période normale qui va me permettre de rembourser cet emprunt. Et c'est vrai qu'un emprunt avec un différé de 2 ans sur 7 ans, c'est plus facile à rembourser qu'un emprunt sur une durée de 5 ans. Donc, il y a aussi quelques astuces à mettre en œuvre par rapport à ça. Bien, merci Dominique. On est bon pour les questions. Je vais laisser la parole à Nathalie. Bonjour à tous. Alors, Dominique vous a exposé les différentes aides consenties par le gouvernement, qu'elles soient sous forme de subventions directes, le fonds de solidarité par exemple, ou qu'elles soient sous forme de garantie sur les prêts consentis par les banques. Alors, ces aides, elles ont été encadrées par la Commission européenne qui a exclu de ce dispositif les entreprises en difficulté. Et c'est ma matière et je voulais faire un petit focus sur ce qu'est une entreprise en difficulté au sens du droit national. L'entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui se trouve en sauvegarde, en redressement judiciaire et bien sûr en liquidation judiciaire et qui sont par conséquent exclues de ces dispositifs. Alors, jusqu'à hier, ces sociétés étaient exclues du prêt garanti par l'État, mais également du fonds de solidarité de 1 500 euros. Et hier, Bruno Le Maire nous a annoncé que les entreprises en redressement judiciaire et en sauvegarde pouvaient bénéficier de cette allocation de 1 500 euros, ce qui me semble être une décision tout à fait favorable à nos entreprises en difficulté. Alors, qu'en est-il du PGE? Parce que j'entendais beaucoup de questions. Effectivement, aujourd'hui, le mot-clé, c'est le cash et donc la trésorerie de l'entreprise. Le PGE, Bruno Le Maire a également annoncé que les entreprises en difficulté pourraient en bénéficier sans autre forme de précision. Mais même si cette acceptation venait à être le cas, les entreprises vont se trouver confrontées à la situation financière, et Dominique vous en a parlé, de capitaux propres qui ne seraient pas inférieurs à la moitié du capital social. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises se trouvent dans la situation où les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social et dès lors ne peuvent pas être éligibles à ce prêt PGE. Vous êtes malheureusement pour beaucoup de chefs d'entreprise dans cette situation.
où vous n'avez plus de chiffre d'affaires, où un certain nombre de charges sont reportées alors que d'autres continuent à courir parce que, en dépit des aides mises en place par le gouvernement, continuent à courir toutes les échéances de crédit bail, de location de matériel, de la flotte de véhicules, des loyers pour les entreprises qui réalisent notamment plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, des emprunts pour lesquels il faut négocier pied à pied avec les banques. Et puis, il ne faut pas oublier le sort de ces dettes qui ont été générées pendant la période de crise sanitaire et qu'il va bien falloir à un moment régler. Alors, pour répondre à cette situation, le gouvernement, pour la première fois, a pris une mesure d'adaptation du droit sur les entreprises en difficulté en décidant du gel de l'état de cessation des paiements. Alors ça, c'est extrêmement nouveau. Il y a maintenant une faculté à compter du 12 mars de voir le gel de l'état de cessation des paiements. Alors, quelle est la période concernée par ce gel? Quels en sont les effets? Et quelles sont pour le chef d'entreprise les opportunités qui résultent de ce gel de droit de l'état de cessation des paiements? Alors, c'est une ordonnance du 27 mars 2020 qui vient nous dire que la situation financière de l'entreprise est figée au 12 mars jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire qui est fixé au 23 mai, prorogé de 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au 23 août. En fait, il y a une sorte de cordon sanitaire entre le 12 mars et le 23 août, de sorte que toutes les dettes qui ont été générées pendant cette période ne peuvent pas constituer un état de cessation des paiements. Alors, 2 mots, même si on sait tous ce qu'est l'état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements, nous dit l'article 631 du Code de commerce, c'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Alors, l'actif disponible, c'est évidemment la trésorerie, des réserves de crédit, mais également le stock à court terme. Alors là, on s'interroge sur le stock à court terme. Je prends un magasin de vente. Comment pourra-t-on valoriser le stock d'été si le magasin ouvre au 1er septembre? Comment va-t-on valoriser un stock périssable d'un restaurant dont aujourd'hui l'ouverture est les plus aléatoires? Et puis le passif exigible, ce seront les dettes arrivées à échéance qui n'auront pas été reportées, donc toutes les autres dettes, celles qui ne bénéficient pas de reports légaux, et qui font que vous allez vous trouver techniquement en état de cessation des paiements à compter du 12 mars. Donc, le gouvernement vient nous expliquer que pendant cette période, vous ne serez pas en état de cessation des paiements et il va donc y avoir des effets extrêmement importants et favorables à cette neutralisation de l'état de cessation des paiements. Alors, je rappelle que, et un petit tableau va vous présenter quels sont les effets de cette neutralisation. En dehors de la crise sanitaire actuelle, lorsque vous êtes en cessation des paiements, vous devez déclarer l'état de cessation des paiements, demander un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire s'il n'y a plus de perspective d'activité, et surtout, vous êtes sous le coup et sous le risque d'une assignation de vos créanciers. Il n'en est plus du tout de même pour l'état de cessation des paiements qui serait techniquement généré après le 12 mars. L'état de cessation des paiements est neutralisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une suspension de l'obligation de déposer le bilan, mais il y a également la neutralisation de toute assignation de vos créanciers. Or, dans la pratique, et notamment les créanciers sociaux sont rapidement présents pour assigner nos chefs d'entreprise en redressement judiciaire. Vous allez pouvoir également, et on va en parler, accéder aux mesures de prévention prévues par le Code de commerce. Et vous avez également la possibilité d'accéder aux mesures de soutien prévues par le gouvernement. Alors, j'ai rappelé quand même les quelques mesures de soutien mises en place par le gouvernement. Jusqu'à présent, seules les entreprises qui n'étaient pas en difficulté pouvaient bénéficier du fonds de solidarité. Aujourd'hui, c'est étendu. Les prêts garantis par l'État, pour l'instant, si vous étiez amené à être en sauvegarde ou en redressement judiciaire, vous ne pourriez pas en bénéficier. Donc, c'est tout l'intérêt, si une procédure était ouverte, de maintenir une procédure de prévention. Et enfin, vous bénéficiez de tous les reports de charges fiscales, sociales, on en a parlé, factures de gaz, électricité, eau et chômage partiel. Alors, j'imagine bien que vous avez tous les uns et les autres déjà mis en place toutes les procédures et les délais de paiement qui vous ont été proposés et pour lesquels vous avez été assistés par vos conseils.
Mais il existe aujourd'hui pour vous des opportunités liées à cette neutralisation de l'état de cessation des paiements. C'est la possibilité pour vous de bénéficier de procédures amiables. Alors, ce sont des procédures qui ne sont pas du tout nouvelles. Ce sont des procédures qui ont très largement fait leurs preuves, puisqu'elles existent depuis 1994 pour l'une et 2005 pour l'autre, mais qui sont en fait très méconnues. Et pour une raison simple, c'est qu'elles sont victimes de leur succès. Lorsque un chef d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, parvient à un accord avec ses créanciers, vous imaginez bien qu'il n'en fait pas la publicité. Mais le banquier ou le fournisseur qui lui-même a participé à une procédure et qui a accepté un report de ses paiements, une réduction de ses taux d'intérêt, des abandons de créances, ne va pas non plus en faire la publicité de peur que ses autres débiteurs ne s'emparent des accords qu'il a pu consentir dans le cadre de ces procédures. Donc, je voulais vous exposer comment aujourd'hui cette mesure de gel de l'état de cessation des paiements va permettre à tous les chefs d'entreprise de bénéficier légalement de ces procédures de mandat ad hoc et de conciliation qui, du fait technique de la fermeture des entreprises, leur seraient fermées. Et quand on lit la décision du gouvernement, la décision qui a été prise de geler l'état de cessation des paiements, c'est notamment pour que le dirigeant ne soit pas sanctionné pour ne pas avoir déposé le bilan, mais c'est aussi pour l'inciter à ces mesures préventives. Alors, rapidement, vous avez un tableau dans lequel j'ai présenté, non, juste avant, pardon, le tableau précédent, on reste là-dessus, merci, dans lequel je présente le mandat ad hoc et la conciliation. Alors, simplement, il faut savoir que ce sont des procédures de traitement amiable, confidentiel, c'est-à-dire qu'aucune publicité dans un journal d'annonce légale ou sur le CABIS n'est faite lorsqu'il y a ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation. Ce sont également des procédures qui ne peuvent être demandées que par le chef d'entreprise et qui se réfléchissent en amont à l'occasion de rendez-vous confidentiels avec le chef d'entreprise, l'expert comptable, l'avocat et un administrateur, un mandataire de justice. Quels sont les avantages de ces procédures? Alors, tout d'abord, il y a des avantages communs. Comme je vous l'ai dit, elle est de votre seule initiative. Le chef d'entreprise reste totalement maître de sa gestion et des décisions qu'il souhaite prendre. Personne ne peut lui imposer de décision. C'est une procédure également dans laquelle le chef d'entreprise cible les créanciers ou co-contractants avec lesquels il souhaite entrer en négociation. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez une franchise, vous souhaitez renégocier le montant de votre franchise, vous n'avez pas du tout l'intention que tous vos créanciers soient informés, d'ailleurs vous n'avez pas plus de difficultés que cela, eh bien on va cibler sur les discussions avec le franchiseur. Vous êtes une SCI, vous avez des emprunts et dans cette période de crise sanitaire, votre locataire ne vous paye plus les loyers, votre banquier fait la sourde oreille à vos demandes d'étalement de renégociation de l'emprunt, on va discuter avec le banquier. Vous avez une dette à l'égard d'un fournisseur qui ferme le robinet, mais avec lequel vous avez besoin de continuer à travailler, eh bien, on prend attache avec ce seul créancier pour essayer de trouver avec lui une solution de sortie. C'est ainsi la grande différence avec le redressement judiciaire ou la sauvegarde. Il n'y a pas de traitement collectif des créanciers. Quel est l'intérêt pour le créancier? L'intérêt, c'est que le créancier va se trouver face à un mandataire de justice qui tient sa légitimité du tribunal et c'est un gage pour lui de loyauté et de transparence dans l'information. Je dois vous dire que quand on réunit des créanciers, que ce soit des fournisseurs ou des banquiers, la première question qu'ils nous posent, c'est « bon, vous nous demandez un pourcentage d'abandon de notre créance, mais pouvez-vous nous dire ce que vous sollicitez auprès des autres ? Est-ce que vous avez demandé aux dirigeants quels étaient les efforts qu'ils pouvaient consentir? Est-ce que vous êtes intervenu de la même manière auprès de tous les banquiers? Et là, effectivement, le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné par le président de la juridiction est le gage de la transparence et de la loyauté de l'information. Il pourra effectivement confirmer que, à l'égard des fournisseurs, telle solution a été proposée ou à l'égard des banquiers, telle autre solution.
Parce que la reprise de votre activité, et Dominique en a parlé, c'est aussi la reprise de la confiance. C'est-à-dire que demain, pour réouvrir, il va falloir que les entreprises reprennent des commandes. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes un magasin de prêt-à-porter, vous n'allez pas vendre au mois de septembre votre collection d'été. Vous êtes même un restaurant, vous n'avez pas proposé le même menu en octobre qu'en juillet. Et donc, il va falloir renouer avec la confiance. Et la présence d'un mandataire ad hoc à vos côtés va permettre d'être un gage que les propositions de restructuration que vous faites ont été, avec vos conseils, auditées et s'intègrent dans une logique du retournement. Alors après, quelle est la différence entre ces deux procédures? Je ne rentrerai pas dans le détail, je répondrai à vos questions bien sûr, mais la différence, c'est la souplesse tout d'abord. Le mandat ad hoc est très souple. Pas de délai pour sa mise en œuvre et pour son aboutissement, pas d'intervention de la juridiction si ce n'est à l'ouverture, alors que la conciliation est enfermée dans des délais et que les accords peuvent bénéficier de ce qu'on appelle une homologation ou un constat. Alors en fait, dans la pratique, on commence souvent par un mandat ad hoc pour nous permettre de disposer du délai nécessaire pour auditer la situation et on peut finir par la conciliation. La conciliation, c'est souvent une procédure qui est demandée par le créancier, voire le banquier, parce que l'homologation ou le constat par la juridiction qui a ouvert cette procédure lui permettra d'être sécurisé en termes de responsabilité. La conciliation, elle a un deuxième atout, c'est la new money. Alors la new money, je vais expliquer ce que c'est. C'est que tout partenaire, fournisseur ou banquier, qui serait amené à consentir alors un découvert, de nouveaux financements ou pour un fournisseur des accords particuliers, non pas de la restructuration de dette, mais des apports nouveaux, ferait que si une procédure collective était ouverte, eh bien ce nouveau créancier serait privilégié dans le remboursement de sa créance. Ça répond un peu tout à l'heure à la question que j'entendais, c'est quid si la banque ne veut pas nous consentir un prêt garanti par l'État? Eh bien, puisque la BPI ne garantit pas l'emprunt et que la banque de ce fait ne consent pas l'emprunt, eh bien peut-être que dans le cas d'une conciliation, grâce à ce privilège de new money, nous pourrions envisager de négocier et d'obtenir auprès d'un banquier des solutions de financement. Alors, je n'ai pas abordé la question du coût, mais je pense que la question va être posée. Alors, à la différence de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, où il y a un tarif réglementé, le mandat ad hoc ou la conciliation, c'est un tarif, comme l'avocat ou l'expert comptable, qui est librement convenu entre le client et le mandataire ad hoc. Par contre, c'est une rémunération qui est encadrée, puisqu'elle doit être, et c'est la particularité, convenue en amont. C'est-à-dire qu'avant l'ouverture de la procédure par le président de la juridiction et à la suite de rendez-vous de travail qui se tiennent entre le chef d'entreprise, ses conseils, et le conciliateur ou le mandataire ad hoc pressenti, il y a ce que l'on appelle une convention d'honoraires qui est signée, qui repose sur un temps de travail et des objectifs à atteindre et qui vont déterminer une rémunération maximum. Et cette rémunération contractuelle va être homologuée par le président de la juridiction. Donc, il n'y a aucune surprise sur ces procédures, sur le montant de la rémunération qui, bien évidemment, est adapté à la taille de l'entreprise et à l'importance des négociations. Vous n'avez pas le même coût selon qu'il y a un créancier à traiter ou 50 créanciers à traiter, ni en fonction du temps que l'on va passer pour le traiter. Alors, si le mandat ad hoc et la conciliation, pour un certain nombre de raisons, ne sont pas adaptés à votre situation, je tenais quand même à rappeler les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Alors, c'est le petit tableau que j'ai fait ci-après, où vous voyez les conditions d'accès et les mesures. Mais en deux mots, le redressement judiciaire, l'essentiel, c'est que c'est un outil de restructuration de la masse salariale. J'entendais la question tout à l'heure posée à Maître Bianchi, qui était de dire, mais si on a recours au chômage partiel, peut-on alors faire des licenciements pour motif économique? Eh bien, imaginons dans un scénario un peu difficile qu'après le chômage partiel, les conditions de réouverture ne soient pas au rendez-vous et que la société soit obligée de déposer le bilan. Elle pourra bénéficier de ce qu'on appelle la prise en charge par l'AGS du paiement de ses salaires. Et le redressement judiciaire, ce n'est pas la mort de l'entreprise. Le redressement judiciaire, ça peut permettre à nouveau de bénéficier d'une période de répit
pour présenter un plan de redressement. Je parlerai enfin évidemment de la sauvegarde, qui est en fait une procédure qui, elle, est judiciaire et collective, mais dans laquelle le chef d'entreprise conserve la main. L'avantage de cette procédure, c'est qu'elle va entraîner un gel collectif du passif. C'est aussi un inconvénient. Mais toutes ces procédures, avant d'être ouvertes, doivent faire l'objet d'une analyse détaillée et personnalisée de la situation. Aucune entreprise ne se ressemble, aucun cas ne se ressemble et chaque procédure va répondre à un certain nombre de critères. Avez-vous besoin de confidentialité? Avez-vous besoin de geler l'intégralité de votre passif? Avez-vous besoin de licencier? Avez-vous besoin de trésorerie? Et c'est à la lumière d'un certain nombre de questions et d'échanges antérieurs à une procédure. Et c'est d'ailleurs lorsque ces échanges ont lieu, des échanges constructifs, et que la procédure s'ouvre alors dans les meilleures conditions, qu'il y a un grand succès. Donc voilà. Pour en finir, le maître mot, c'est l'anticipation, quelle que soit la procédure, l'anticipation pour continuer l'activité. Parce que notre souhait à tous, c'est que la vie de l'entreprise continue. Mais pour que cette vie de l'entreprise continue, là aussi, le gouvernement nous a conduits à nous adapter, ainsi que va vous l'expliquer Maître Valiki. Très bien, Nathalie, merci. Donc, il y a certaines questions, certaines où tu as déjà répondu. On me demande, en plus des 1 500 €, une entreprise en sauvegarde ou redressement a-t-elle droit aux 2 000 € si elle emploie au moins un salarié? Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de précision. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les sociétés en sauvegarde ou redressement judiciaire étaient exclues de toutes les aides parce que la Commission européenne considérait qu'il y avait en fait une concurrence déloyale. On a cette décision qui date d'hier qui vient de nous expliquer que les entreprises bénéficient des 1 500 €. Voilà, avec une disposition spécifique entreprise en sauvegarde et en redressement judiciaire. Il faudra là qu'il y ait une décision spécifique. À ce stade, à aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, je ne sais pas pour les autres intervenants, mais je n'ai pas vu de précision sur cette aide complémentaire. Donc, à mon sens, à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord. On demande comment savoir s'il vaut mieux se déclarer en état de cessation des paiements ou profiter du gel de la cessation des paiements. Alors, est-ce qu'en fait, la question c'est si l'entreprise est de fait en état de cessation des paiements, doit-elle ou non déposer le bilan? Oui. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'anticipation de ces difficultés. Là, il faut avoir un échange pour comprendre quelles sont les conditions de réouverture. C'est-à-dire, comment va-t-on réouvrir l'entreprise? Est-ce qu'on va avoir besoin de licencier? Est-ce qu'on a juste besoin de temps? Est-ce qu'on a besoin de financement? Moi, mon orientation, c'est d'abord de s'orienter vers des procédures préventives qui sont beaucoup plus souples, amiables, confidentielles, qui ne sont pas, si vous voulez, le rouleau compresseur de la procédure de redressement judiciaire. Donc, on démarre par une procédure préventive pour essayer de trouver des solutions de négociation avec ses créanciers et également pour négocier la dette qui a été générée pendant la période, enfin qui va être générée pendant cette période de crise sanitaire, avant de rentrer dans une procédure de redressement judiciaire qui est beaucoup plus lourde. D'accord, merci. On nous demande aussi quelles sont les dettes qui sont concernées par la neutralisation, uniquement et strictement celles postérieures au 12 mars, ou celles devenues exigibles après le 12 mars, quid du passif antérieur? Alors, pour l'instant, la réponse est ce sont les dettes devenues exigibles après le 12 mars. Et alors, il appartiendra aux tribunaux, s'ils font l'objet de demandes de déclaration de cessation des paiements, pour l'instant, c'est ce que les auteurs nous disent, de vérifier qu'en fait, l'état de cessation des paiements n'est pas antérieur au 12 mars. J'ai rappelé tout à l'heure que l'état de cessation des paiements, c'est actif disponible, passif exigible, tout cela examiné postérieurement au 12 mars. Voilà. Donc, c'est une exigibilité postérieure au 12 mars. On nous demande aussi quelles sont les informations qui devront être transmises aux créanciers. Ça, il faut que la question soit un peu plus précise. Dans quelle procédure? C'est quand on parlait des procédures mandat ad hoc et conciliation. Quelles sont les informations? Oui, qu'on devra fournir aux créanciers. Alors, en fait, le dirigeant détermine les informations qu'il souhaite communiquer à ses créanciers. Nous n'avons aucune obligation en la matière. Et en fait, l'information, elle doit, être limitée à ce que le créancier doit savoir pour renégocier les créances. Alors, si vous avez un banquier en face de vous, il est évident qu'il va être un peu plus exigeant en termes de transmission des bilans, mais il n'y a pas de règle quant au partage de l'information.
Et une dernière question, on nous demande si on a toujours accès à des facilités bancaires après la mise en place d'une de ces procédures. On parle encore de la conciliation du mandat ad hoc. Alors, ces procédures ne sont pas publiées. Elles ne font pas l'objet d'une publicité, elles ne seront pas inscrites au CABIS, elles ne font pas l'objet d'une publicité. Donc, une société qui a une conciliation, par exemple, avec un fournisseur, demain va solliciter d'un établissement bancaire un découvert ou un crédit moyen terme, la banque ne devra pas avoir l'information de la procédure préventive. Très bien. Merci Nathalie pour toutes ces réponses et cette Merci brillante intervention. Marielle, je te passe la parole. Et oui, il m'appartient quand même, et c'est la partie la plus agréable, de vous dire que la vie de l'entreprise continue. Alors, elle ne va pas continuer comme avant, ou en tout cas pas tout de suite, ou en tout cas pas dans les mêmes conditions suivant les secteurs d'activité. Et je pense que ça fera l'objet d'un webinaire à part entière, parce que si vous regardez la vie des restaurants et de l'hôtellerie et du tourisme, elle ne va pas continuer tout de suite. Donc, on va parler des autres vies de l'entreprise. Qu'est-ce qui va continuer à fonctionner ? Et comment vous allez le savoir? Alors, ce sera le préalable avant mon PowerPoint et je dirais des observations plus techniques. Vous l'avez vu, il y a des papiers partout, il y a des décrets partout, des ordonnances. Donc, d'un jour à l'autre, ce qu'on vous dit n'a plus de fondement légal. Alors, on a l'habitude, nous les professionnels et les avocats en général, de dire que nos consultations, elles sont valables le temps qu'il n'y ait pas un changement de jurisprudence ou de législation. Là, c'est a fortiori encore plus aigu. Donc, première chose, faites la différence entre ce qui est publié et ce qui est indiqué, notamment par la presse, les médias. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'ai eu plein de clients qui nous ont appelés en disant « ça y est, on n'a plus besoin de payer nos loyers commerciaux ». L'ordonnance qui réglemente ça du 25 mars 2020 et n'est pas du tout dans ce sens-là, c'est beaucoup plus subtil. Hein. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais poursuivre notre entreprise si pendant cette période, à partir du 12 mars jusqu'à la fin du confinement, de l'état sanitaire, vous n'avez pas payé le loyer. Voilà, on ne pourra pas vous expulser, on ne pourra pas vous couper l'électricité, on ne pourra pas vous couper l'eau. Mais ça ne veut pas dire que de droit, les choses n'ont pas à être réglées. Et en tout cas, cela ne concerne que les entreprises, c'est-à-dire les TPE, moins de 10 salariés, c'est les mêmes choses que pour le fonds d'allocation. Donc ça, c'était un préalable. Vous dire attention entre les effets d'annonce, ce qu'on vous raconte, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et ce qui est existant, publié et applicable. C'est pour ça que nous, avant-hier, on disait des choses, et bien 2 jours après, on dit des choses différentes. Alors, la vie de l'entreprise va continuer, oui, elle va continuer. Parce que certaines choses continuent à fonctionner. Alors, on vous dit depuis quelque temps, on nous a dit à nous aussi, avocats, les tribunaux sont fermés. Oui, majoritairement, les tribunaux sont fermés. Mais ils continuent à fonctionner. Et ils continuent à fonctionner pour vous, les entreprises, essentiellement. Alors, la première chose, ça fait longtemps que je voulais me mettre sur tribunaldigital.fr parce que ça permet de faire beaucoup de formalités en ligne et puis j'avais pas le temps. Bon, je connaissais pas, je me suis dit que c'était compliqué. Et comme beaucoup, on a été tous dans nos domaines respectifs. Moi, c'est le droit, vous, c'est sûrement autre chose. Au pied du mur. Et au pied du mur, il faut s'adapter. Pas de recul, on s'adapte. Et donc, je me suis adaptée, je me suis mis en ligne. Et je me suis aperçue qu'effectivement, sur ce tribunal digital, on pouvait demander un entretien au président du tribunal de commerce, par téléphone ou visioconférence, demander l'ouverture d'une procédure de prévention, conciliation, mandat ad hoc, faire une déclaration de cessation des paiements et saisir les tribunaux pour les affaires les plus urgentes qui commencent à être plaidées par visioconférence. Dans le département, le tribunal de commerce de Nice s'y est mis, Grasse aussi, Cannes aussi et d'ailleurs Antibes aussi. Donc, c'est Paris qui a ouvert, hein, je crois que c'était le 5 avril, la première audience en visioconférence, j'allais dire en France, et la première fois de notre histoire, hein, puisque nous, on n'avait jamais plaidé en visioconférence, le tribunal de commerce de Paris a mis en place avec ses outils, avec les magistrats consulaires, cet outil-là, qui fonctionne. Donc effectivement, notamment, puisque nous, on va parler des droits qui touchent à l'entreprise, hein, donc ça va être essentiellement, mais pas que, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes, et vous verrez que dans certaines conditions aussi, le tribunal judiciaire, puisque vous savez que depuis le 1er janvier, on ne parle plus du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance. Alors le conseil des prud'hommes, vous me direz, je parle à des employeurs, vous n'êtes pas forcément super concernés et pas pressés non plus que les audiences reprennent au prud'homme. Pour autant, en référé,
et uniquement référé. Une première audience s'est déjà déroulée, par exemple, devant le Conseil des prud'hommes de Nice, et on a des affaires qui ont été retenues, d'autres qui ont été plaidées en visioconférence. Donc, dans les domaines d'urgence, puisque les référés, c'est uniquement, enfin, exclusivement le caractère d'urgence et qui ne se heurte pas à des contestations sérieuses, ça commence à fonctionner. Donc ça, c'était pour le Conseil des prud'hommes et le tribunal de commerce. Il existe les juridictions civiles et pénales. Alors, je vous ai mis juste parce qu'on en parle beaucoup à la télé, on parle beaucoup du pénal, du correctionnel, même si quand on imagine un avocat, on le voit plaider aux assises. Oui, enfin, je ne sais pas en statistique combien ça représente de notre profession, mais je dirais que c'est une minorité. Donc, les tribunaux sont fermés, les tribunaux judiciaires, mais là aussi, on a permis d'ouvrir, par exemple, les référés d'heure à heure, ce qu'on appelle les référés d'heure à heure, c'est-à-dire les référés extrêmement urgents, peuvent se tenir. Certaines audiences pénales ont été maintenues, et notamment celles devant le juge des libertés et de la détention, quand vous avez des flagrants délits, des gens qui doivent être jugés tout de suite, et savoir si on va les envoyer en prison ou si on les remet en liberté, ils passent devant ce fameux juge qui s'appelle le juge des libertés et de la détention. Quelques rares audiences dans le tribunal correctionnel. Alors là, je vais faire un tout petit focus. Le tribunal judiciaire, et notamment de Nice, mais tous les tribunaux judiciaires, sont compétents en matière de procédure collective quand on touche à des activités civiles, libérales. Et là, on va parler de toutes les professions médicales, paramédicales, professions juridiques, judiciaires, voilà. Tous ces gens-là ne vont pas devant le tribunal de commerce, ils vont devant le tribunal judiciaire. Et en temps normal, parce qu'il y a quand même moins de redressement de procédures collectives, il y a par exemple à Nice une audience par mois, là le président et le vice-président nous ont dit que bien évidemment on pouvait les appeler, se mettre en visio pour parler de conciliation, de mandat ad hoc, donc exactement les mêmes choses dont vous a parlé Maître Thomas, et qui c'est vrai que généralement sont devant le tribunal de commerce, mais qui là vont être devant le tribunal judiciaire s'il s'agit de professions médicales, paramédicales, des médecins, des kinésithérapeutes, des chirurgiens dentistes, qui sont tous, enfin surtout les chirurgiens dentistes, les kinésithérapeutes, à l'arrêt total d'activité. Donc voilà, parce que les médecins, on sait ce qu'il en est, et c'est pas la peine malheureusement d'en rajouter dans les difficultés qu'ils rencontrent, ils sont en première ligne. Je vais profiter d'un petit clin d'œil pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font. Voilà, donc ces tribunaux fonctionnent. Alors, les tribunaux fonctionnent, vous me direz, bon, c'est pas ça qui va sauver la vie de votre entreprise. On est bien d'accord. Les tribunaux, on sait très bien que les chefs d'entreprise, le recours au tribunal, sauf dans les matières de prévention, de conciliation, mais je dirais que de façon générale, on y a affaire quand on ne peut pas faire autrement. Sinon, le temps de la justice n'est pas le temps de l'entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle, même quand on était obligé de faire des assignations au paiement ou quoi que ce soit, malheureusement, si on arrive à trouver des solutions transactionnelles, c'est quand même l'idéal. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des contrats? Alors là, petit rappel, on me disait, non mais là, il n'y a plus rien qui se signe. Oui, oui, il y a encore des choses qui se signent. Alors, petit rappel, ça, ce n'est pas une ordonnance récente. Les actes d'avocat, vous me direz que je vais prêcher pour ma paroisse, oui, mais c'est vrai, parce que pas grand monde n'est au courant. Donc oui, si je peux faire un peu de publicité fonctionnelle, j'en profite. Les avocats ont la possibilité de signer les actes de façon électronique, avec signature électronique. Et donc, on peut faire des sessions de part, des protocoles d'accord, des assemblées générales, des protocoles, des sessions de part, enfin, des promesses, des sessions de fonds de commerce, toute une série de choses importantes qui peuvent être faites parce que quelquefois, on a signé des compromis dans le mois de janvier, février, et on attend de réitérer et de passer la session définitive qui va être la seule qui va permettre à la personne de rentrer dans les lieux et d'exploiter. Donc oui, heureusement, et mon cabinet continue à en faire, on en a au moins 5 en cours qui vont être réitérés dans les jours qui viennent et dont certaines, je pense, la semaine prochaine. Donc les avocats peuvent continuer et ça a une portée juridique importante. Vous verrez, c'est quelque chose qui peut faire peur a priori, mais une fois qu'on l'a fait 1 ou 2 fois, tout va bien. Les notaires, pareil. Alors là, c'est plus récent. Les notaires peuvent recevoir des signatures d'actes authentiques électroniquement. On a un décret le 3 avril qui permet, là aussi, pour assouplir et pour pas bloquer toute la vie économique, parce que là aussi, il y a des personnes qui ont signé le compromis de vente pour leur appartement ou pour la vente de leur appartement et on est dans les 2-3 mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe de la réitération par acte authentique qui va permettre la vente définitive? Ils vont pouvoir, effectivement, nos amis les notaires, recevoir les actes seuls, même quand les parties ne sont pas présentes et représentées, la signature du notaire étant suffisante. Alors là aussi, comme eux, c'est extrêmement récent, c'est 3 avril, on n'a pas de recul, on n'a quelquefois pas les outils informatiques ultra adaptés, même si nos organes dirigeants essayent de nous mettre tout ça en place. Donc un peu de
patience et de bienveillance avec ces professionnels qui s'adaptent tous tant qu'ils peuvent aux nouveaux outils adaptés à cette crise. Donc, vous voyez, on peut continuer à passer des actes. Les délais dans l'exécution contractuelle, alors là, on a eu une ordonnance le 25 mars, on a fait une note très détaillée au cabinet, on pensait qu'on était à peu près serein. Eh bien non, on a eu une ordonnance du 15 avril qui a modifié les choses, et notamment sur un point, alors c'est pas dans mon PowerPoint, mais je vais vous le citer, notamment c'est l'article 2 de cette ordonnance qui dit que la prorogation de certains délais n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de rénonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. Par exemple, vous savez que quand vous signez un compromis de vente en matière immobilière, compromis de vente-revente, mais l'acheteur peut se rétracter. Et on avait pensé dans un premier temps que, du coup, ces délais allaient suspendre le délai de rétractation. Eh bien non. En tout cas, si dans un premier temps, le 25 mars, non dans un deuxième temps, le 15 avril. Donc, vous êtes en train de toucher du doigt et c'était ça le but. On ne peut pas tout vous expliquer en 20 minutes d'intervention, chaque professionnel. C'est vous montrer les pièges, de vous montrer les clignotants, ce à quoi il faut que vous soyez particulièrement vigilant. Vous voyez l'exemple type d'une incertitude juridique pour celui qui, entre le 25 mars et le 15 avril, a pensé quelque chose et sur lequel il s'est trompé rétroactivement, mais sans savoir qu'il se trompait à l'époque. Voilà, donc vous avez également des audiences, vous avez également des clauses qui redonnent des délais pour renouveler le contrat ou le résilier, et tout ça avec cette fameuse date du 12 mars 2020, et qui va aller jusqu'à 1 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et qui seront prorogés. Alors l'état d'urgence sanitaire, pour l'instant, c'était 24 mai. Ça peut bouger comme date, mais pour l'instant, c'est 24 mai. La force majeure, alors là, voilà. Là, je ne suis pas la plus grande spécialiste du monde pour en parler, autant le dire tout de suite. Maître Bianchi, d'ailleurs, sur la question sera bien meilleur que moi, mais c'est dans mon intervention, donc je vous en parle. Mais tout le monde en parle aujourd'hui. Tout le monde parle de la force majeure. D'ailleurs, l'État a décrété que ça allait être la force majeure. Attention, nous, ça a duré quand même quelques heures à la faculté de droit pour apprendre ce que c'était la force majeure. Alors, la force majeure en temps normal, si j'allais dire, dans le commun des mortels, c'était extérieur, imprévisible, irrésistible. Voilà, ça, tous les juristes ont appris ça. Qu'est-ce qui se passe de la force majeure pendant la crise sanitaire du Covid-19 ? Elle ne sera pas toujours considérée comme irrésistible. C'est-à-dire, par exemple, nous, les avocats, on peut travailler en télétravail. Si notre clé RPVA fonctionne et qu'on a accès aux tribunaux, on n'est pas devant quelque chose d'irrésistible. Ou d'imprévisible. Alors là, imprévisible, exact, je vais vous donner un exemple. Vous aviez prévu votre mariage au mois de décembre, il n'y avait pas de clause de coronavirus, il n'y avait pas de problématique de santé, ou en tout cas, on n'était pas au courant. On va dire les choses comme ça pour rester correct. Eh bien, effectivement, on va dire que si votre mariage est annulé parce qu'on ne peut pas avoir du public, qu'on ne peut pas se réunir à plus de 10, on ne peut pas effectivement faire toute une série de choses que ce genre d'événement nécessiterait, là, effectivement, on va considérer que c'était imprévisible. En revanche, vous décidez subitement, parce que le confinement vous rapproche de votre conjoint, de vous marier en plein mois de mars, vous dire non, ce n'est pas imprévisible. Vous saviez qu'il y avait une crise, donc on n'a pas le caractère d'imprévisibilité. Voilà pour la force majeure. Il y a des professeurs agrégés qui ont écrit énormément de chroniques, qui sont bien plus forts que moi, et on verra ce que la jurisprudence dira. Vous savez ce que c'est la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux, les cours d'appel ou la cour de cassation. Et je pense qu'alors là, on va avoir un certain nombre de lectures particulièrement édifiantes et intéressantes. La vie sociale continue. Alors oui, là, je vais rentrer un peu plus dans mon domaine, dans ma zone de confort. Alors, ça veut dire effectivement, qu'est-ce qui se passe pour les sociétés ? Les sociétés qui devraient prévoir des assemblées générales d'approbation des comptes. On sait que malheureusement, les experts comptables étaient déjà les pauvres en pleine période fiscale. Là-dessus, on rajoute la cessation d'activité partielle. On rajoute tous les prévisionnels que certaines banques exigent, même si j'en profite pour le dire, normalement, elles n'ont pas le droit, mais si effectivement on veut obtenir notre prêt quelque part, il faut plier à ce qu'ils nous demandent, c'est logique. Chaque banque a des critères différents. Mais en revanche, pour revenir aux sociétés, les sociétés vont pouvoir continuer à travailler. Et ça, c'est fondamental. Même si les salariés vont être en activité partielle, même si, alors total, partiel, on verra, mais en tout cas, les directoires, les conseils de surveillance, les conseils d'administration peuvent se réunir par conférence téléphonique ou par audiovisuel. Donc ça, c'est très, très, très important. Les assemblées générales, elles peuvent se tenir aussi en téléconférence ou en visioconférence. La seule condition, et elle me paraît tout à fait acceptable, c'est de prévenir les associés au moins 3 jours ouvrés avant la réunion. La loi prévoit aussi que les décisions des assemblées peuvent être prises par consultation écrite
Alors ça, c'était le cas très souvent avant cette crise sanitaire. Hein. Et cette consultation est possible même si les statuts ne le prévoient pas ou ne s'y opposent pas. Et ça, c'est nouveau. Les communications de pièces ou d'informations peuvent être faites par mail. Vous savez, quand vous convoquez une assemblée générale, vous avez des documents comptables qui doivent être envoyés à l'avance, toute une série de documents que vous connaissez particulièrement. Tout ça pourrait être envoyé par mail. Les délais imposés pour convoquer les assemblées générales, alors là, c'est un principe, hein, sont prorogés de 3 mois. C'est-à-dire qu'on va effectivement, pour les exercices qui vont être clôturés, soit au 30 septembre, soit bien évidemment au 31 décembre, et en tout cas, à la fin du délai d'1 mois avant la cessation de l'état d'urgence, elles peuvent être prorogées de 3 mois, sauf, et ce n'est pas un détail, hein, si le commissaire aux comptes a émis son rapport avant le 12 mars. Pourquoi? Parce qu'on imagine que si le commissaire aux comptes a émis son rapport, c'est qu'il avait les comptes, donc c'est que l'Assemblée générale est en état d'être tenue, puisqu'on sait qu'elle peut être tenue par visioconférence. Voilà, donc vous voyez, la vie de l'entreprise, elle continue. Et ça, c'est important. Alors, j'avais prévu une dernière partie, parce que j'avais considéré que, on vous dit, bah oui, elle continue, mais comment? Alors, je vends par exemple dans le Vieux-Nice, j'ai un magasin de prêt-à-porter, comment elle continue mon activité puisque mon commerce est fermé? Alors, ça peut être ça comme ça peut être autre chose. Hein. Donc, j'avais prévu tout un topo sur la vente à distance, qui était pour moi une façon de rebondir, mais compte tenu du fait que je pense qu'il est plus intéressant de laisser une place importante à vos questions, vous aurez le PowerPoint avec tout le topo que j'ai fait sur la vente à distance. Je vais juste vous dire 3 phrases pour que vous compreniez bien. Là, quand on parle de vente à distance, parce que vous pouvez avoir intérêt à vous dire, bah, écoutez, je vais faire de la vente à distance pour faire un petit peu de chiffre d'affaires. Les restaurateurs, certains ont pu faire de la vente à emporter. Donc, tout ça, toutes les choses se sont adaptées. Mais en revanche, il faut être extrêmement vigilant. Alors là, voilà, là, c'est le moment où je sors les drapeaux rouges. La vente à distance est extrêmement réglementée. C'est un mélange de règles du droit civil et de règles du code de la consommation. Alors, il faut savoir, je dis toujours ça et sans aucune méchanceté, avec un tout petit peu peut-être d'humour, le consommateur dans notre pays est autant protégé que le locataire et que le salarié. C'est-à-dire qu'on considère que ça fait partie de catégories de populations qu'il faut hyper protéger. Alors, le consommateur, il est hyper protégé et vous, professionnels, vous n'avez aucun droit à l'erreur. Donc, si vous avez vraiment envie de faire de la vente à distance et que vous pensez que dans votre modèle économique, c'est important, faites-le, mais pas en improvisation. Voilà. Autant il y a des choses, vous voyez, des statuts, on peut quelquefois les faire tout seul, surtout une SARL, la loi de 66 sur les sociétés commerciales réglemente tout, donc il y a peu de choses où vous pouvez vraiment vous tromper, mais dans la vente à distance, on n'est pas du tout là-dedans. On a vraiment une réglementation extrêmement précise, on va juste passer la dernière slide pour que vous voyez, comme disait... Vous voyez, comme disait Coluche, rien que le nom m'amuse, mais là, ça veut dire qu'effectivement, vous avez déjà les réglementations des articles du Code de la consommation. Vous risquez des infractions pénales, par exemple, la vente de nature à induire en erreur le consommateur. Donc, il faut faire extrêmement attention dans ces temps et ça sera ma conclusion, dans ces temps très compliqués où on ne sait plus très bien, on n'a jamais vécu ça. Donc, on n'a aucun repère. On n'a aucun repère, on n'a aucun recul. Donc, effectivement, on est tous perdus. On a la trésorerie qui s'effondre, les commandes qui s'effondrent aussi, et on ne sait pas comment faire. Donc, on se dit après tout, la vente à distance, oui, c'est super. Oui, ça peut être un outil de développement de votre chiffre, mais en revanche, de façon extrêmement rigoureuse. Voilà. Il y a des droits de rétractation, il y a différentes problématiques juridiques. Alors là, on fait tout le droit de la 2e et 3e année, que nous avons appris à la faculté. On a donc la garantie des vices cachés, enfin, on a toute une série de choses. Donc, sachez qu'il va falloir que vous soyez extrêmement rigoureux si vous voulez aller sur ce terrain-là. Si vous avez un avocat, il pourra vous accompagner, on est dans le domaine du droit, là, donc il pourra vous accompagner. Franchement, on évite l'improvisation. Voilà, j'en ai fini avec mon intervention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Marielle. Alors, il y avait une question, effectivement, on dit les signatures OK, mais les greffes sont-ils à même d'enregistrer? Les greffes aussi. On a des communiqués des greffiers, de la Chambre nationale des greffiers, qui continuent à travailler. Et de toute manière, les tribunaux de commerce ne pourraient pas travailler si les greffiers ne travaillaient pas. Donc, bien sûr qu'on n'est pas effectif complet. Bien sûr que ça sera un peu plus long, mais sauf dans des procédures d'urgence. Mais oui, les greffes continuent à travailler et oui, on pourra faire des formalités en ligne. Aujourd'hui, de toute manière, moi, toutes mes AGOA, tout le dépôt des comptes annuels, on le fait exclusivement en ligne. Donc, on va pouvoir continuer à le faire. Merci. Nous avons une question. Quels sont les droits des bailleurs à l'issue de la période de différé sur les locataires? Quel délai pour rattraper le report des paiements? Alors, j'allais dire, à ce qu'on sait aujourd'hui, voilà, avec toutes les réserves que j'ai mises au préalable,
Aujourd'hui, pour les sociétés, alors pour les sociétés qui sont, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été abrogés. Alors, où on est? Pour les sociétés qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020, où l'effectif en matière de salariés est inférieur à 10, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros. Le bénéfice imposable qui n'excède pas 60 000 euros, ça a été supprimé. La détention, c'est toujours maintenu, hein, il ne faut pas que ça soit une holding, vont pouvoir bénéficier d'une suspension, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'une suspension des loyers qui va pouvoir être prorogée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, s'il n'y a qu'une chose qui est certaine, c'est que le bailleur ne pourra pas profiter du non-paiement des loyers depuis le 12 mars pour pouvoir prononcer la clause résolutoire et expulser son locataire. Voilà. Ou alors, bien évidemment, pas de pénalité, pas de majoration, pas de clause pénale, tout ça, c'est supprimé. Mais en fin de compte, il faut bien se dire, alors moi je sais que qu'est-ce qu'on a conseillé à nos clients, parce que là il faut être pragmatique. Donc qu'est-ce qu'on a dit à nos clients? D'abord demander, parce que si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas un propriétaire qui va vous dire, vous avez raison, ne payez pas mon loyer. Donc première chose, faire une demande écrite. Deuxièmement, essayer de faire un visa, enfin de renvoyer aux ordonnances qui prévoient ce genre de choses, parce qu'il y a des bailleurs qui ne sont pas au courant. Je ne parle pas des bailleurs institutionnels ou des bailleurs publics, je parle des bailleurs privés, hein, bien évidemment. Et ceux qui ont peut-être 1 ou 2 locaux commerciaux et qui ne sont pas tous titulaires d'un master de droit. Donc ces gens-là, ils ne sont pas au courant. Donc encore faut-il commencer à leur demander. Et leur demander la raisonnabilité, si j'ose dire, je ne sais même pas si le mot existe, enfin peu importe. En tout cas, il est adapté aux circonstances de l'espèce. Ce qui est raisonnable, c'est qu'effectivement, leur dire éventuellement, annulez-moi la période de fermeture, comme par exemple les restaurants, les hôtels, où c'est fermé par la loi. Donc là, je ne peux pas travailler, je voudrais même envisager quelque chose, je ne peux pas le faire. Donc, éventuellement, annulez-moi la période de fermeture et suspendez-moi le reste, et après, on se met d'un commun accord sur parce qu'il va falloir rembourser, hein, manifestement, sur la période de remboursement. Justement, on me demande si les SCI sont-elles exclues du report des échéances bancaires comme du PGE. Mon bailleur doit lui aussi rembourser son emprunt. Il veut savoir comment je vais rembourser dès la reprise de l'activité. Alors, les SCI exclus, c'est-à-dire non. Enfin, les SCI, il y a beaucoup de biens qui sont détenus via des SCI, beaucoup de biens immobiliers. Et donc, ces SCI… Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Le PGE, elles sont effectivement… les SCI et les institutions financières sont exclus du PGE. En revanche, en termes de report d'échéance, ils peuvent très bien demander à leur banquier un report d'échéance et en général, c'est accordé. Tout à fait. J'ai à présent une question pour Maître Bianchi. On demande, est-ce que l'on peut distribuer des dividendes quand on a fait appel à l'activité partielle? Oui, alors là… Retour de Cédric. Attention à la distanciation. Ouais. Non, on est assez éloigné, on est à plus d'1 mètre, 50. Donc, pour l'instant, il a été annoncé que pour les grosses sociétés, il ne pourrait pas y avoir de distribution, de cumul entre une distribution de dividendes d'un côté et d'aide de l'État. L'activité partielle fait des aides de l'État. Maintenant, on attend de savoir quelle est la définition de ces grandes entreprises. Alors, dans l'information que j'ai reçue sur les reports d'échéance de mai et le courrier de Darmanin, donc je vous livre ça en direct, comme déjà annoncé pour les grandes entreprises et les grands groupes, plus de 5000 salariés ou 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, les reports d'échéance de paiement ne seront accordés qu'en l'absence de versement de dividendes ou de rachat d'actions jusqu'à la fin de l'année. Donc pour l'instant, on a un courrier Darmanin, on attend. Voilà. Après, c'est pas dans le texte officiel. On nous demande si on peut cumuler le PGE et le prêt rebond. Oui. 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 4 élus, bravo. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Ah si, est-ce que vous avez prévu d'autres conférences pédagogiques sur l'actualité juridique? J'allais vous dire, ça dépend de votre retour. Nous, c'est une première. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'adore ajouter les différentes professions pour avoir des éclairages différents. C'est-à-dire, je trouve que les conférences pluridisciplinaires, ce qu'on a appelé pluridisciplinaires, c'est-à-dire là, en l'espèce,
un administrateur judiciaire et il s'exprime très peu. Donc vraiment, j'en profite pour remercier Maître Thomas de travailler avec nous sur cette réunion d'information pédagogique, enfin, on peut l'intituler, et je pense d'entraide, parce qu'aujourd'hui, je pense que s'il y a un mot qui doit être mis en avant, c'est la solidarité. Aujourd'hui, tout le monde est dans la panique, personne ne sait comment réagir, on est tous un peu dans un système qui nous dépasse. Et donc, je crois que toutes les professions doivent s'adapter. Alors, on a vu des webinaires en matière médicale. Moi, j'étais hier, avant-hier, il y avait des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. C'est aussi encore une autre branche. Nous, c'est le droit, parce qu'on est dans un état de droit. Et qu'en France, on vous a tous appris, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il faut que ça soit cadré. Donc, je pense qu'on va en faire d'autres. Je vais regarder un peu les chiffres parce que c'est Miss Alexandra qui va nous faire les stats. Parce que si on voit qu'effectivement, vous étiez nombreux à suivre ce webinaire, si on voit que d'après les questions que vous avez posées, que ça vous a super intéressé, oui, je pense que tout le monde est obligé de se former, tout ce temps qu'on est. Hein, voilà. Donc, nous, ces ordonnances, ces décrets, on est obligé de les décortiquer. Alors là, j'avoue que généralement, je laisse le bonheur à mon associé qui... Bon, moi, j'avoue qu'il m'agace la façon dont il rédige, je dis la vérité. Voilà. Donc, non, pas dans mon la univoque, elle n'est pas là. Dans les lois où les ordonnances sont rendues, il faut lire 25 fois. C'est bientôt, on est presque au même temps. J'ai mon associé qui est là aussi, Gilles Naon, qui est avocat fiscaliste. C'est vrai que certains articles du Code général des impôts, le commun des mortels doit les relire 4 fois avant de comprendre. Il faut le dire. Donc, heureusement qu'on a des avocats spécialistes en droit fiscal, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, si on sait que ça vous intéresse, oui. Moi, j'étais d'avis, on en a déjà parlé avec Maître Thomas, de faire quelque chose un focus sur le tourisme, parce que là, c'est quelque chose d'absolument dramatique. Je crois que c'est 7% du PIB national, mais je crois qu'on est à plus de 35% de notre PIB local. Donc, je veux dire, c'est dramatique ce qui se passe. Ils n'ont aucune visibilité. Donc, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose qui sera peut-être exclusivement orienté sur le tourisme, sur les hôtelleries, la restauration et tout ça. Mais s'il y a des thèmes qui nécessitent, oui, très volontiers. Je pense qu'on va recommencer, une fois qu'on a eu un peu peur sur toute la tendance technique et tout, et qu'on a vu une convivialité qui nous correspond à tous. Je vais laisser la parole à chaque intervenant, mais moi, je vous réponds très volontiers. Avec plaisir. En tout cas, c'est demandé. Hein. Webinaire et intervenant excellent, n'hésitez pas à réitérer. Merci, c'était très intéressant et assez diversifié pour que tout le monde y trouve quelque chose. Félicitations pour la qualité. Bravo, merci monsieur, à vous, madame. Merci à vous. C'est vrai que, et merci à Ahmed Valiki d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir invité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu sous ce flot d'informations et d'ordonnances qui arrivent au jour le jour et qui noient même les professionnels, et alors que nous devons nous mettre à jour pour essayer de conseiller au mieux les chefs d'entreprise. Donc, je crois également qu'aujourd'hui, la pluridisciplinarité est essentielle pour que l'on puisse échanger et donner tant bien que mal des conseils dans cette situation si difficile, alors que nous sommes quand même dans une des régions les plus touchées, puisqu'aujourd'hui, avec les décisions du président que l'on a entendues sur le déconfinement, malheureusement, la région PACA, qui a une très forte activité en matière hôtelière, restauration et plage, va être très lourdement affectée. Donc, on doit tous être au chevet des entreprises et à leur écoute pour essayer de les aider. Je pense qu'on est tous là dans cet esprit de solidarité, comme l'a indiqué Ahmed Valiki. Voilà, en conclusion, c'est vous dire que par rapport au rebond, de ne pas précipiter les choses, ne repartez pas trop vite, ne repartez pas à l'identique et soyez patient, même si c'est difficile de l'être. Oui, je pense. Élodie, tu as encore une autre question? Tu veux nous dire quelque chose? Non, maintenant, on a des commentaires, les gens vont trouver ça très bien. On attend un webinaire sur la restauration, sur le tourisme, comme vous disiez, et sur les indépendants aussi. Quelque chose pour les indépendants serait également intéressant. Oui. De toute manière, moi aujourd'hui, ce sera mon dernier, ma phrase de fin. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, moi j'ai une passion pour les entreprises depuis 30 ans, parce que vous créez de la richesse, parce qu'on travaille 70 heures par semaine, parce qu'on compte pas nos heures, que quelquefois on passe des mois à ne pas se payer. Enfin, on connaît tous ces difficultés. Et c'est vrai que quand j'entends que les entreprises sont critiquées ou qu'on nous fait des procès d'intention, que les chefs d'entreprise vont profiter des dispositifs pour frauder ou tout ça, je suis très en colère et je laisse jamais passer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai intégré le bureau d'Union patronale, et je remercie le président Renaudy, parce que là, je suis au cœur des entreprises et c'est vous qui créez de la richesse. Donc, si vous, on ne vous aide pas,
Parce qu'effectivement, je vous ai dit, on protège les catégories que l'État considère qui sont les plus faibles et les plus vulnérables, mais on considère que, enfin aujourd'hui, je crois que 85% des emplois sont créés par des TPE. Et quand on parle des entreprises, on parle des entreprises du CAC 40. Non mais moi je ne parle pas de celles-là, elles ne sont pas très peu sur notre territoire. C'est des entreprises, allez, moins de 10 ou moins de 20, ou en tout cas moins de 50 majoritairement, moins de 50 salariés. Et c'est vous qui créez la richesse, c'est vous qui créez les emplois, et c'est vous qu'il faut aider. Donc oui, on va continuer à faire des choses pour vous, parce qu'on travaille avec vous depuis des années, d'ailleurs que vous soyez nos clients ou pas. Je veux dire, vous irez voir vos avocats en ayant appris les choses aujourd'hui, et un chef d'entreprise, il doit être renseigné, même s'il a le meilleur avocat du monde, le meilleur expert comptable du monde, il doit comprendre. C'est lui qui a le leadership dans sa boîte. Donc, ne baissez pas les bras. N'ayez pas peur, parce que malheureusement, comme dirait quelqu'un qui est cher à mon cœur, la peur n'enlève pas le danger. Donc, soyez informés. Soyez aidés, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous ne serez pas ridicule, posez toutes les questions que vous voulez. Mais en tout cas, nous, on sera là pour être à vos côtés, ça c'est certain. Merci à tous. Au niveau des questions, on est bon. On est bon au niveau des questions? On est bon. On attend aussi un point sur l'hôtellerie, mais voilà, on va préparer ça. On va préparer. Très bien. Eh bien bon, alors je vous souhaite il y a un bon week-end qui arrive, et même s'il est confiné, on est quand même, je me dirais, on est sur la Côte d'Azur, mais on ne peut pas trop sortir. C'est vrai, mais on peut ouvrir, on peut voir la mer, on peut aller quand même un tout petit peu faire un tour et prendre l'air. Donc prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles. Et puis, pensez à vos entreprises, mais essayez de déconnecter un peu le week-end. Voilà. Parce que sinon, la durée de stress, la période, elle est ultra anxiogène et vous n'allez pas tenir la longueur. On nous dit, dernière chose, on déconfine le 11 mai. Non, on commence à déconfiner à partir du 11 mai. Si tout va bien. Alors, le 11 mai, on n'est pas tous dehors. Donc, il va falloir vraiment de la patience. Je rejoins Dominique. Je sais que c'est difficile, mais soyez patients et n'hésitez pas sur les blogs d'aller regarder et de poser des questions aux professionnels qui sont intervenus aujourd'hui, notamment, ou à d'autres, pour vous faire aider et vous conseiller. Et voilà, et bon week-end et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.